Vous êtes toujours dans les visiteurs du soir jusqu'à 23h avec Willy Demeyer qui nous fait le plaisir de rester avec nous pour parler actu. La Commission européenne et plusieurs États européens souhaitent tirer les leçons de la crise afghane avec, pourquoi pas, la création d'une force de réaction rapide européenne. Manu, expliquez-nous ça. Oui Jim, car les Européens aimeraient en fait faire aussi bien que les États-Unis, car les Américains, eux, lors de la sécurisation de l'aéroport de Kaboul il y a quelques jours, ont su envoyer 6000 soldats sur place directement et du coup l'Union européenne, du moins certains pays, rêvent d'une armée européenne capable de faire aussi bien. Plus précisément, il s'agirait d'une force de réaction rapide composée de troupes provenant de plusieurs États européens, une force de première entrée de 5000 hommes qui n'est pas un projet nouveau. En fait, il s'inscrit plus largement dans le processus nommé boussole stratégique lancé en 2020 pour planifier les grandes orientations de sécurité et de défense de l'Union européenne. D'ailleurs, l'approbation finale de cette boussole stratégique et donc de cette force de réaction rapide n'est pas attendue avant 2022. Merci Emmanuel. And I think it's clear that the need for more European defense has never been as much as evident as today after the events in Afghanistan. Sometimes something happens that pushes the history. It creates a breakthrough. And I think that the Afghanistan events of this summer is one of these cases. Emmanuel, et puis les débats sur une éventuelle armée européenne, ça date quand même d'un petit peu plus longtemps que d'aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. L'ancien président, notamment de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait déjà sérieusement lancé l'idée. C'était en 2015. C'était par rapport à la Russie, à l'époque, à qui il voulait montrer le sérieux et la capacité de défense de l'Union européenne. Et à l'époque, la ministre allemande de la Défense, c'était Ursula von der Leyen. Et elle assurait que ses enfants, ou au moins ses petits-enfants, connaîtraient un jour une États-Unis d'Europe. Merci Emmanuel Descours pour toutes ces précisions. Pour ce débat, nous accueillons ici en plateau Frédéric Moreau. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaît évidemment puisque vous étiez l'un de nos invités la saison dernière. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste des questions de défense européenne, auteur de nombreux rapports pour le Parlement européen, dont le dernier sur les fonds européens de défense. Vous êtes aussi membre du bureau d'Eurodéfense France. Je cite votre dernier livre qui va apparaître à l'écran, Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne. Frédéric Moreau, on va y aller directement. Quelles leçons l'Union européenne doit-elle tirer finalement de la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans ? Je dirais que la première leçon, celle qui était évidente, c'est qu'il est toujours extraordinairement hasardeux de confier sa défense à autrui. Voilà. C'est quelque chose que le peuple afghan, les femmes afghanes en particulier, sont en train d'apprendre dans la douleur, dans une extrême douleur. Et évidemment, on ne peut pas aborder ce sujet sans avoir une première pensée émue pour tous ces gens qui sont restés derrière et qui sont en train d'apprendre, qui s'en remettaient à une protection extérieure qui tout d'un coup a cessé et qui n'existe plus. Alors, une fois que l'on a dit ça, la nécessité d'une défense européenne ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, c'est pas à Kaboul qu'elle naît, c'est à Srebrenica. Ça fait quand même très très longtemps qu'on en parle. Du reste, force opérationnelle, ça rappelle les termes du traité de Lisbonne, capacité opérationnelle d'action. Enfin, rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, il faut pas découvrir la Lune. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a deux possibilités. Soit on fait sa propre défense, une fois qu'on dit qu'il ne faut pas s'en remettre à autrui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun pays européen n'est en mesure de remplir sa propre défense et encore moins de projeter des forces à l'extérieur. Le seul pays en état de le faire, c'est la France. Et encore, on voit bien au Sahel, elle a besoin de l'appui des Américains pour certains renseignements, etc. Donc il faut s'unir. Il faut s'unir et il n'y a pas 36 façons de s'unir. Il y a la façon qui a été envisagée depuis Saint-Malo, depuis 1998, depuis la volonté de créer une politique de sécurité et de défense commune, qui est au fond une politique de défense commune, c'est-à-dire dans un cadre intergouvernemental et entre les mains des États membres. Cette défense-là, ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de la faire, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'à voir à Kaboul. Ils s'y sont tous allés avec leurs propres avions. Qui à Tachkent, qui à Dubaï, qui à Islamabad. Enfin, c'est la pagaille. J'observe au passage que l'OTAN, c'est pas mieux.
l'OTAN, parce que c'est quand même une opération de l'OTAN. Moi, j'ai envie de poser la question, que fait M. Stoltenberg ? Enfin, je suis quand même surpris. Secrétaire général de l'OTAN. Le secrétaire de l'OTAN qui n'a de cesse de vanter les mérites et la solidité de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Enfin, où sont les avions de l'OTAN ? On va revenir sur l'OTAN, évidemment, Frédéric Moreau, mais peut-être par rapport au sonore qu'on a entendu tout à l'heure avec Emmanuel Descours, Joseph Borrell, qui dit parfois il se passe quelque chose qui crée une percée, et je pense que les événements survenus cet été en Afghanistan en font partie. Quand il parle évidemment de ces événements dramatiques en Afghanistan qui ont créé une sorte de prise de conscience chez les dirigeants européens, est-ce que cette prise de conscience sera assez forte pour que quelque chose de concret en découle, selon vous ? Personnellement, je suis très sceptique. Je suis très sceptique parce qu'encore une fois, c'est pas la première fois. Il y a eu Srebrenica, il y a eu le Kosovo, il y a eu l'Ukraine, il y a eu M. Trump, il y a eu toute une série d'événements. Toute la question, c'est de savoir comment... Enfin, le constat est fait. L'armée européenne, la défense commune, M. Breton a encore affirmé, pas plus tard que hier, que la défense commune n'était plus une option. Bon, ce constat-là, tout le monde le fait. La question, c'est de savoir comment on passe du discours aux actes. C'est ça le problème. Et pour ma part, vous le savez, je suis de ceux qui pensent que la question de la défense européenne n'est pas soluble, n'est pas résolvable dans un cadre intergouvernemental. C'est précisément tant qu'on n'arrivera pas à passer cette étape extraordinaire où chacun garde la maîtrise sur ses propres armées, qu'on n'y arrivera pas. Et pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, ici on parle d'une force de réaction rapide et non pas de la constitution d'une armée européenne. Quelle est la différence finalement ? Il n'y en a pas. Vous pouvez l'appeler force de réaction rapide, vous pouvez l'appeler capacité opérationnelle d'action, vous pouvez l'appeler capacité opérationnelle... Même dans les votes, par exemple, il y a une différence de vote ? Alors, on met toujours la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une capacité d'action, il faut d'abord commencer... Il faut 3 ingrédients. Il faut d'abord l'intention. Qui veut se défendre ? Qui veut d'une défense commune ? Tous les États européens n'en veulent pas. Soit parce que leur constitution leur interdit, ce sont des neutres, soit parce qu'ils ne croient pas dans la défense européenne, soit pour des tas de bonnes raisons. Ils ont peur aussi de perdre leurs alliés américains. Et bon. Donc, où est l'intention ? Quels sont les pays qui veulent vraiment, qui sont prêts à faire le pas ? Deuxièmement, quel est le mécanisme politique ? La défense européenne ne va pas commencer avec 5000 hommes. Enfin, c'est ridicule. Enfin, ça va finir en eau de boudin, quoi. Excusez-moi de le dire, la question, c'est pas de savoir comment on constitue une capacité. À Helsinki, en 2001, c'était 60 000 hommes. Aujourd'hui, le niveau d'ambition, c'est 5 000 hommes. On est tombé bien bas. Donc, la question, c'est pas de savoir combien il faut d'hommes. Du reste, c'est pas des hommes qu'il faut, c'est des enablers, c'est-à-dire des facilitateurs stratégiques, La question, c'est de savoir comment on les utilise. Parce que si on ne résout pas la question de savoir qui décide de la constitution de cette force, pour quel emploi, dans quelles conditions et à quel moment, eh bien, ça sert à rien. On va se retrouver de la même façon comme on s'est retrouvé avec les battle groups, enfin les groupements tactiques, comme on s'est retrouvé avec tous les reparlera d'ici X années pour arriver ça sert strictement à rien. Willy de Meyer, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, je profite de l'occasion d'être en compagnie d'un expert pour lui poser une question qui me vient à l'esprit depuis un moment à cet égard. J'ai un peu préparé, puisque je connaissais ce thème-là, je l'ai un peu préparé. J'ai eu en ligne la ministre, Madame de Donder. J'ai téléphoné à André Flau, donc je pourrais en parler un peu. Mais j'ai une question que je voudrais vous poser. Pensez-vous que le fait que l'Angleterre ait quitté l'Europe soit de nature à faciliter l'émergence de la force dont nous parlons, si on considère que l'Angleterre était aussi l'allié naturel des États-Unis au sein de l'OTAN, son départ va-t-il permettre l'avènement de cette force ? Frédéric Moreau. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si l'absence du Royaume-Uni permettra la naissance d'une défense européenne authentique. Ce dont je suis absolument certain, c'est que sa présence l'aurait empêché. Ça, c'est clair. La politique stratégique, la psyché, l'obsession, le tropisme britannique a toujours été de maintenir son lien avec les États-Unis parce que, au fond, sa stratégie, c'est de coller aux Américains. Parce que ses responsables, ses dirigeants estiment
qu'il en va de la sécurité du Royaume-Uni et que c'est bien plus sûr d'être le meilleur allié des États-Unis que de courir après les Européens qui sont pas fiables, qui sont pas compétents, qui se battent pas, etc., etc. Donc oui, le départ des Britanniques va favoriser la défense européenne. Est-ce que cela est suffisant ? Ça, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a des pays de l'Est aussi qui sont toujours aussi très réticents. Ce dont je suis certain, pour revenir à mon obsession à moi, c'est que ça ne se fera pas dans le cadre des traités actuels. C'est-à-dire, on a la possibilité de passer à la défense commune. L'article 42 du traité sur l'Union européenne prévoit que la politique de sécurité et de défense commune pourra donner lieu le jour où le Conseil européen le décidera à l'unanimité de passer à la défense commune, sans qu'on sache vraiment ce que soit cette défense commune. Mais autant dire que ça n'a aucune chance d'arriver. Et, voilà. Et de ce dont on parle ce soir, c'est pas aussi contourner finalement cette règle de l'unanimité, de faire en sorte que ce soit plutôt une volonté volontariste des États alors, et de ne pas être bloqué par le Royaume-Uni ou par différents États de l'Est ? D'abord, il faut voir... Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est est-ce que ce seront des troupes, des hommes, des capacités de l'Union ou des États membres ? Parce que déjà, ça c'est clé. Si c'est des capacités des États membres, c'est la situation actuelle, c'est la situation des battle groups, ça rime à rien. Ça rime à rien. C'est chaque fois qu'il y a un problème, on dit excusez-moi, ce soir je peux pas, j'ai piscine, j'ai autre chose à faire que d'envoyer mes troupes au Sahel ou ailleurs, etc. Donc ça va pas marcher. Plus encore que la question de savoir si ces troupes seront seront recrutées et formées par l'Union européenne ou par les États membres, il y a la question de savoir qui décide de l'emploi de ces forces ? Et qui commande ? Qui décide de l'emploi ? Non, qui commande, ce sont les généraux, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un sujet. Il faut laisser chacun faire son métier. La question, c'est qui décide de l'envoi des forces ? Ouais, voilà. Ça pourrait être la France qui le demande et puis peut-être d'autres pays qui les suivent. Alors, si à chaque fois, il faut obtenir l'unanimité, autant ne rien faire. Il n'y a rien de pire, je crois, que de laisser croire aux populations, aux peuples européens, qu'on fait de la défense européenne alors qu'on ne la fait pas. Et on le verra avec des chiffres que la population reste attentive, évidemment, à ces problématiques. Robert Vertenoy. Et c'est cette dernière phrase, moi, qui me thérapise, parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'on est de nouveau dans une énorme fuisterie. Je veux dire, on est en train, parce qu'il y a eu quelque chose à Kaboul qui a frappé les esprits, c'est un peu de nouveau le football panique. Il faut absolument avoir une force ensemble. Enfin, la communauté européenne de défense, ça date de 1954 avec Pierre Bédet de France. C'est-à-dire, c'est un vieux machin. On n'a jamais réussi à la faire parce qu'on s'est toujours effectivement heurté à la volonté des États de rester maîtres de leurs forces. Et donc, quand on est dans de l'intergouvernement, forcément, il y en a un qui dit, comme vous dites, à un moment il est disponible, à l'autre moment il n'est pas disponible. Ce que j'ai peur, c'est qu'on vienne encore avec l'idée, comme on l'a fait pour l'euro, disant, et si on faisait ça avec ceux qui veulent bien ? Le problème, c'est qu'on va finir par avoir une Europe qui va être complètement morcelée. C'est-à-dire que ceux qui voudront bien faire une armée en commune, qui ne seront pas les mêmes que ceux qui voudront bien faire un euro, qui ne seront pas les mêmes que ceux qui voudront, ouvrir les frontières d'une autre manière que ce qu'on les ouvre aujourd'hui, que ceux qui voudront accueillir des immigrés et ceux qui n'en voudront pas. Et on va avoir une Europe qui va complètement partir dans tous les sens. Et on le voit bien, ici, sur la question de l'Europe de défense, on l'a dit, ils ne sont, et loin de là, pas tous convaincus de devoir la faire, y compris la petite force de frappe qu'on veut nous dire et qui, effectivement, frise un peu le ridicule avec 6000 personnes. En plus, il y a d'autres dispositifs qui existent, Frédéric Moreau, notamment l'Eurocorps, par exemple. Pouvez nous rappeler ce que c'est, justement, en quoi ça consiste ? C'est intéressant que vous posiez la question de l'Eurocorps, parce que je crois, si mes renseignements sont exacts, c'est aujourd'hui même qu'a lieu le changement de commandement. C'est le général Collodier français, que je salue du reste, qui passe le commandement à un général belge, si mes renseignements sont bons aujourd'hui. L'Eurocorps, ce n'est pas une force, c'est un état-major d'armée. C'est un état-major projetable qui donc est au niveau opératif, c'est-à-dire entre le stratégique et le tactique, et qui est donc là, excusez-moi de rentrer dans ce luxe de détail, mais qui est là pour commander des troupes. Ce ne sont pas des troupes, c'est une toute petite force d'officiers généraux, d'officiers supérieurs. Je crois que c'est de l'ordre de 700 personnes à peu près, mais ils sont là pour organiser et commander. Ils ont du reste commandé en Afghanistan, l'ISAF. Ils ont commandé, je crois, ils ont été en support de UTM Mali, mais c'est pas des forces combattantes. Oui, au Sahel, ils aident, c'est un enabler. Du reste, il faut arrêter de se focaliser sur le nombre d'hommes. 5000 hommes, ça veut dire quoi ? C'est 5000 hommes en permanence ? Parce que si c'est 5000 hommes en permanence, avec les relèves, on parle déjà d'un effectif de, au minimum, 20 à 30 000 hommes. Pour être capable de projeter 5000 hommes. Voilà. Mais ce qui manque, c'est pas les hommes. Il y a
1,5 million de soldats sous les armes en Europe. Si on cumule toutes les armées européennes, ça fait 1 million. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est les capacités de projection, c'est-à-dire le transport stratégique, tactique. Plein de questions se posent avec tout ça. Plein de choses, au voilà. niveau de la langue, même au niveau de la langue, par exemple, Non, de commandement, ça, ce sont de faux problèmes. Encore une fois. Ça, on peut le régler, c'est ce que vous dites. Tout ça, ça se règle. Les militaires savent très bien faire. Du reste, ils le font très bien dans l'OTAN. C'est vrai aussi. On va retourner vers Emmanuel Descours en rédaction Les 24. Manu, avec notre déclaration du soir. Expliquez-nous, Manu. Oui, pour une déclaration de la ministre allemande de la Défense. Elle était bien sûr, elle aussi, aujourd'hui à ce rendez-vous des ministres de la Défense européens en Slovénie. Et elle a justifié la nécessité d'avoir un pouvoir de réaction rapide et coordonné au niveau européen. Je vous propose de l'écouter. Dass wir für die Zukunft auch und gerade als Europäer eigenständiger werden, selbstständiger handeln können. Und es ist ganz wichtig, dass wir dies nicht als Alternative zur NATO und zu den Amerikanern tun, sondern um selbst stärker zu werden und damit auch. L'Allemagne est bien en faveur d'une défense commune, vous l'entendez. La France, par exemple, l'est également, mais M. Moreau le mentionnait d'ailleurs, c'est une volonté qui ne fait pas l'unanimité au sein des pays membres de l'Union européenne. Ce qu'on a vu ici, parce que d'ici les sous-titres sont un petit peu petits pour nos invités, Frédéric Moreau, mais la question que j'ai envie de vous poser après la déclaration ici de AKK, c'est est-ce que la création de cette force de réaction rapide remet en question, ou en tout cas en partie, l'utilité de l'OTAN ? Si jamais cette force européenne vient d'être créée. Absolument pas. Là, on parle d'une force de réaction rapide, dont l'objectif, tel qu'il a été exposé, c'est 5 000 hommes, c'est pour faire des opérations du type de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Du reste, il faut toujours se méfier de ceux qui préparent la guerre qui a déjà eu lieu. Oui, mais quand on voit les Américains qui se sont débrouillés tout seuls, justement, pour cette évacuation. D'accord, ok. Ça fait réfléchir. 5 000 hommes. La question, c'est pas 5 000 hommes projetables. La question, c'est qui décide. Qui décide ? Il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait une chaîne de commandement politico-militaire très efficace. Voilà, quand le président des États-Unis dit à ses généraux, vous allez m'organiser l'évacuation de Kaboul, qui au demeurant est logistiquement une opération magnifiquement réussie, logistiquement, je parle du point de vue américain. Bon, les généraux exécutent, il n'y a pas de problème. C'est le commandant en chef. C'est le commandant en chef. Qui en Europe est capable de donner des ordres à ne serait-ce qu'un bataillon, même s'il était français ou des avions français, à supposer que ce soit mis à disposition par les États membres. Dans l'heure actuelle, personne. Personne. D'où l'idée qui avait été avancée et qui est très intéressante par la chancelière allemande et le président français au sommet de Meseberg en 2018, d'un Conseil européen de sécurité. Conseil de sécurité européen qui, je le précise, n'aurait rien à voir avec le Conseil de sécurité de l'ONU. On parle d'autre chose. On parle d'une instance collégiale des chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne qui aurait, pour ceux qui le veulent, et j'insiste bien là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on fera l'Europe, c'est comme ça qu'on a fait l'euro, c'est comme ça qu'on a fait Schengen. Tout le monde ne sera pas à bord, mais pour ceux qui en feront partie, ces chefs d'État et de gouvernement devraient avoir un mécanisme efficace, c'est-à-dire pas à l'unanimité de prise de décision. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu plus tôt, justement, avec Robert Vertonnet. Peut-être un tout dernier passage par la rédaction LN24, rejoindre à nouveau Emmanuel Descours. On va terminer comme toujours, Manu, ce œil de la rédaction, avec un chiffre. Oui, Jim, et notre chiffre ce soir, c'est le chiffre 75. 75%, soit 3/4 des Européens, sont favorables à une politique de défense et de sécurité commune, selon les derniers résultats de l'Eurobaromètre. Et plus précisément, et dans cette même étude, 55% des Européens se disent favorables à la création d'une armée européenne. Voilà, la population européenne, elle veut cette armée, Frédéric Moreau. Comment on l'explique ça, qu'elle a envie de cette armée, alors qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle, et que surtout, vous le dites, ça fait plus de 50 ans peut-être qu'on en parle, Frédéric Moreau. Mais les peuples ne sont pas à l'abri des contradictions, premièrement. Et puis, ça c'est constant, les peuples sont souvent en avance sur les leaders. Le problème, c'est que dans un cadre intergouvernemental, la création d'une armée européenne, elle va se décider dans les chancelleries et au sein des gouvernements et des chefs d'État. Or, ceux qui sont trop je parle des chefs d'État et de gouvernement, qui seraient trop en faveur d'une défense européenne, eh bien ceux-là prennent le risque de se voir critiquer
en interne par les partis populistes, souverains, etc., en disant, vous voyez bien, vous bradez la défense nationale, la souveraineté, etc. Bon, c'est absolument dément, parce que c'est la situation actuelle dans laquelle on brade la souveraineté. Je veux dire, parce que la situation actuelle, c'est la situation d'un protectorat. Les Britanniques, vous en parliez tout à l'heure, ont appris l'amère leçon que Global Britain, ça veut rien dire. Ça veut dire être les... Pardonnez-moi, je vais dire quelque chose d'un peu excessif, mais ils se retrouvent dans la même situation vis-à-vis des Américains que les Gourkhas se retrouvent vis-à-vis des forces britanniques. C'est-à-dire qu'ils partent quand on leur dit de partir et ils reviennent quand on les siffle. Donc voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même quelque chose. Et Global Britain, c'est ça, c'est l'illusion de la souveraineté. On comprend avec vous qu'on est encore loin de ce projet d'armée de défense européenne. Peut-être Merci beaucoup, Frédéric Moreau, d'être passé par cette émission. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs que le replay de votre émission, Frédéric Moreau, quand vous étiez notre grand invité, est toujours disponible sur notre site ln24.be pour tout comprendre ce qu'il se passe au niveau des projets de défense et de sécurité européens. Merci beaucoup, Frédéric Moreau. Merci à Emmanuel Descours pour la préparation de ce dossier. Tout de suite, coup d'œil sur l'actualité internationale avec notre tour du monde. À tout de suite.